chers amis. J'espère que cette petite méditation vous a plu. C'était un petit peu expérimental. Je me suis appuyée sur un des livres de notre maître, L'Art de vivre, qui est un très, très bel ouvrage. Si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille. C'est voilà, très, très beau. Le contenu est très, très beau. En ce moment, au village des Pruniers, nous avons un peu ce qu'on appelle un festival du Dharma. C'est la fête depuis hier, car nous avons les cérémonies des grandes transmissions, des grands préceptes pour les novices qui vont donc devenir pleinement ordonnés. Et nous sommes en contact, en lien avec les 5 centres dans le monde. Et donc, c'est une joie toujours pour nous de se rassembler et de confirmer et d'affirmer que nous voulons marcher sur ce chemin. Peut-être un peu plus, un peu différent du vôtre, mais il y a quand même des similitudes. Un chemin qui va dans la direction de l'amour, de l'inclusivité, de la compréhension, de la guérison, de la transformation et de toutes ces belles choses que souvent nous abordons lorsque nous avons l'occasion d'être ensemble pendant les sessions d'enseignement ou même les partages du Dharma. Ce sont très souvent des sujets très concrets de notre vie quotidienne. Et donc, hier, c'était à peu près une quarantaine de novices, moines, qui sont devenus voilà, bhikshus, pleinement ordonnés. Et aujourd'hui, c'est à peu près 80 sœurs qui deviennent pleinement ordonnées. Donc, voilà, je voulais vous partager notre grande joie. De marcher ensemble sur ce chemin que Thay nous a offert. C'est une grande chance. Nous sommes très fortunés. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous le savons. Nos pratiques de pleine conscience nous permettent de toucher le moment présent, de ce qui se passe dans le moment présent, en nous et autour de nous, à chaque instant. Dès qu'on se souvient de revenir à la pleine présence, à être vraiment présent, soit par le biais de la marche méditative, soit par le biais de la respiration en pleine conscience, soit ça peut être aussi une relaxation totale, ça peut être un repas fait en pleine conscience, ou ce qu'on appelle avec les enfants, ou plutôt, c'est un anglicisme, un snack, un goûter, ou si vous avez un encas peut-être, ou une collation, voilà, une collation en pleine conscience, s'il vous plaît, de pouvoir faire tout ça avec l'énergie de pleine conscience. Qu'est-ce que ça fait ? Il y a plein de vertus. Et une des choses, c'est que ça nous rend vivants, vivantes. On se sent vraiment vivant et vivante. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je vous dis. J'espère que vous en avez fait l'expérience. Et dans cette sensation de se reconnecter à la vie, au fait de se sentir vivant, peut-être on sent aussi qu'il y a des choses voilà, qui coincent, des nœuds, des tensions, soit dans le physique, soit dans le mental. Mais ça fait partie de la vie. De pouvoir se reconnecter au vivant, ça nous donne de l'énergie. Ok. Pendant cette
période de presque 2 ans de pandémie, avec des confinements, des reconfinements, des déconfinements, et puis tout ce qui continue avec les débats, avec les pour, les contre, moi je sais, toi tu sais pas, nous on a la vérité, vous n'avez pas la vérité, etc. Pour éviter de justement tomber dans l'illusion de tout ce que je viens de lister, revenir à sa respiration, être ancré dans son corps et écouter ce que le corps a à dire. Tiens, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous écoutez ce que votre corps a à vous dire? Ou bon, ça hein, c'est pas si important que les choses importantes du monde, n'est-ce pas? Dans notre pratique et sur notre chemin, ce que nous proposons au village des Pruniers, ça paraît très simple. Et c'est voilà, c'est assez simple. On revient à la respiration, on prend conscience de nos pieds quand on touche la terre, on marche. Voilà, c'est des choses qui semblent simples. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'on oublie. Et pourquoi on oublie? Parce qu'on est dans le mental. Ah, le mental, notre ami, notre faux ami, peut-être. Aujourd'hui, je voulais essayer d'aborder avec vous. Donc, mon idée, c'était de faire une grosse heure de partage et puis après de pouvoir laisser un moment pour des questions. Et puis, comme Saria Yaknim, elle est là, j'en profite aussi, elle pourra répondre à des questions. Et oui. Et le thème sur lequel je voulais vous partager, c'était le bien-être. Le bien-être ou le bonheur. Mais bon, le bonheur, c'est un peu... Bon, voilà. Donc, j'avais plutôt choisi la terminologie bien-être plutôt que bonheur. Et tout de suite, comme une évidence, on ne peut pas regarder le bien-être sans regarder le mal-être. L'un et l'autre ne sont pas deux choses séparées. Et c'est ce que le Bouddha a compris en premier, les 4 nobles vérités. La souffrance, le mal-être, fait partie de la vie. Voilà, ça fait partie de la vie, les animaux, voilà, et nous sommes des animaux, ne l'oublions pas, bipèdes, avec un gros cerveau, mais nous sommes des animaux, que nous le voulions ou pas. Et une des choses que le Bouddha a compris en tout premier, c'est qu'en regardant la souffrance profondément, donc notre souffrance, en l'accueillant avec bienveillance, en développant cette capacité de pouvoir rester avec, sans être submergé, sans être dans une tempête émotionnelle, de pouvoir développer cette capacité grâce à la pleine conscience, d'être ancré, solide, de plus en plus stable. Un jour, on va comprendre, tiens, mais en fait, cette souffrance, elle est là parce que j'arrête pas de regarder des films violents, par exemple. C'est ce que je faisais avant. Je regardais beaucoup les films, la télé, bon, comme beaucoup de gens. Et je me suis rendu compte, encore aujourd'hui, il y a des images de films que j'ai regardés il y a 30 ans, 40 ans,
Et des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai regardé ce genre de film? Des films avec de la violence gratuite. Avec, vous savez, là, les réalisateurs avec un très renommé, famous. Bon, voilà, vous comprenez. Stanley Kubrick, et voilà, des choses. Et j'ai encore du mal à comprendre pourquoi est-ce que j'ai pu regarder et re-regarder plusieurs fois, hein, évidemment, des films qui nourrissent que des graines de violence, d'avidité, de des films où les gens ne sont pas très sains. Et j'imagine que à la télé, au cinéma, c'est encore beaucoup ce genre de films qui passent, on va dire, dans les grands écrans. Et, et personne ne se rend compte que par ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ça arrose nos graines dans notre conscience du tréfonds. Donc j'ai parlé des films, mais ça vaut pour tout, hein. Les lectures, les conversations. Et je vois je reconnais des visages, donc je sais qu'il y a des gens qui sont très familiers de la pratique. Les 5 entraînements à la pleine conscience, les 14 entraînements à la pleine conscience. Tout ça est bien développé dans nos entraînements à la pleine conscience. Et je vais vous peut-être partager une image. Notre expérience du monde. Mais finalement, c'est assez simple. On vit des expériences, conscientes ou pas. Ça dépend du degré du contact. Donc, on a nos 5 organes d'essence, ok, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le contact corporel. J'ai mis la main, mais donc nos 5 organes d'essence. Et dans la tradition bouddhiste, on rajoute le 6e, qui est le mental. Donc, vous voyez, j'ai choisi un mental qui court là, parce que, en principe, c'est ce qu'il fait. Et c'est merveilleux d'avoir tous ces organes, parce que ça nous permet de pouvoir voir les 10 000 formes et couleurs, de pouvoir entendre la voix de nos bien-aimés, de pouvoir goûter des bonnes choses. Donc là, il n'y a rien de négatif en soi. Il y aura deux on va dire, obstacles à notre bonheur. C'est de reconnaître quelles sont les choses que nous regardons, que nous sentons, que nous goûtons, que nous écoutons, que nous touchons et que nous pensons. Quelle sorte de graines ça arrose? Car la graine de colère, tout le monde a cette graine de colère. La graine de désir, tout le monde a cette graine du désir. La graine de jalousie, tout le monde a cette graine. La question, c'est pourquoi est-ce que chez certaines personnes, la graine est énorme et d'autres, toute petite? Je vais pas forcément répondre à cette question. Je vous laisse contempler et aussi peut-être reconnaître. Ce qui est important ici, c'est sur ce chemin de pleine conscience, c'est aussi un chemin
où on revient à l'intérieur pour se comprendre mieux et pour comprendre, ok, quelles sont mes graines qui sont un peu trop présentes et qui ne me permettent pas d'expérimenter le bien-être. Quelles sont ces graines? Ou quelles sont, dans mon environnement, les choses que je vois, que j'écoute, que j'expérimente, qui fait que j'arrive pas à me sentir bien? Qu'est-ce qui me manque? Donc, une des choses aussi que je vous propose de faire après, c'est de reconnaître les manifestations concrètes du mal-être, du bien-être, avec autant d'équanimité, d'accord? Quand on parle du bien-être, c'est « ah, youpi, youpi », et puis le mal-être « oh non, 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 on ne veut pas regarder, on veut pas, voilà, on veut pas y toucher, concentrons-nous juste sur le bien-être ». Dans notre tradition, vous entendez souvent que ces deux choses, on ne peut pas les séparer, d'accord? Donc, si on regarde la souffrance, il faut aussi regarder le bien-être. Et si on regarde le bien-être, il faut aussi regarder la souffrance. Donc là, j'ai mis des exemples voilà, qui me venaient à l'esprit, juste pour donner une idée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le bien-être? Voilà. Pour moi, les choses, santé physique, santé psychique, mentale, être aimé, pouvoir aimer, se sentir en joie, être en paix, se sentir libre. Et puis, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui crée de la souffrance? Le stress, l'angoisse, les peurs, l'isolement, on l'a bien vu pendant le Covid, les gens tout seuls, les étudiants qui, voilà, les cabinets de psy sont plein, plein, plein à craquer, ici en France, mais partout dans le monde, parce qu'on a perdu le lien qu'on avait peut-être la génération de mes grands-parents. Maintenant, on vit dans un monde individualiste, mais ça change, les choses changent. Thay nous a dit, le Bouddha du 21e siècle sera une communauté. Revenons ensemble. Réapprenons à vivre ensemble. Donc, de regarder à la maison tranquillement, de faire une liste ou de faire un dessin, si vous êtes artiste, voilà, d'essayer de voir dans votre vie quotidienne qu'est-ce qui vous apporte le bien-être et qu'est-ce qui crée de la souffrance. Parce que si vous arrivez à voir ce qui crée la souffrance, alors c'est déjà le chemin pour aller dans l'autre sens. Si, par exemple, je suis accrochée à une idée, voilà, à une idée par rapport à un projet, je vais mettre en situation, au hameau du bas, il faut faire telle et telle chose pour que les choses aillent mieux. Si je suis accrochée à cette idée, c'est sûr que je vais souffrir. Parce que mes sœurs, peut-être, n'auront pas la même idée. Et si je m'y accroche, je vais souffrir. Et c'est là où la liberté de pouvoir lâcher prise
et d'avoir confiance dans ce lâcher-prise, ça nous libère, ça nous rend plus légers et joyeux. Alors évidemment, il y a des choses qui sont importantes pour nous, des choses qui peuvent avoir un lien avec l'environnement, avec l'éthique, avec la morale, avec... Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être en conflit avec notre famille, avec nos amis? Qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir raison ou de pouvoir aimer? On est composé de 5 rivières qui coulent en permanence, qu'on appelle les skandhas. La forme, notre corps, les sensations, donc plutôt le côté émotionnel, les perceptions, plutôt les constructions mentales. On met un mot, tiens, ça c'est une lampe, ça c'est un verre, ça c'est un stylo. Donc on emprisonne les objets et tout devient objet. On limite les choses et on oublie que ces choses sont faites de non-choses, que la fleur est faite de nuages, de pluie, de soleil, d'éléments non-fleurs. Et ça, on oublie. Sauf si on est suffisamment en pleine conscience et suffisamment concentré pour toucher la nature du non-soi de la réalité. La quatrième, c'est les formations mentales. On en a 51 dans notre tradition. Je vous laisse regarder sur notre site internet si ça vous intéresse. Et la dernière, la conscience. Thay nous dit que 98% de nos perceptions sont erronées. Alors ça peut être bien de vous en souvenir. Si jamais vous êtes pris dans un débat, dans une querelle ou oui, ou même ne serait-ce que dans juste une relation difficile avec une personne, est-ce que j'en suis sûre? Thay nous demande en anglais, are you sure? Êtes-vous certain? Êtes-vous certaine? Est-ce que j'en suis sûre? Est-ce que je connais vraiment cette personne, même si elle est de ma famille, même si c'est mon père, ma mère, ma sœur? Est-ce que je la connais vraiment? Est-ce que je me connais vraiment? Profondément. Est-ce que je comprends mon corps? Est-ce que je sais vraiment comment il marche? Est-ce que je peux me mettre en contact avec tout ce qui se passe là, maintenant, à l'instant? Toutes les millisecondes, tout ce qui se passe? Cette machine extraordinaire? De pouvoir se repositionner et de se dire, OK, peut-être qu'en fait, je n'ai pas besoin de m'accrocher à cette idée, à cette perception de cette personne voilà, ou voilà, de cette vision des choses, de cette vision du monde. Je n'ai pas besoin de m'y accrocher.
les sensations, le domaine des sensations, les sensations agréables, désagréables et neutres. Il me semble que, moi, je ne sais plus dans le pourcentage, mais beaucoup de nos sensations sont neutres quand on n'est pas en pleine conscience. J'y reviendrai tout à l'heure. Les 51 formations mentales qui peuvent devenir souvent comme le moteur de nos actions. Si la peur se manifeste, je vais dire quelque chose, je vais faire quelque chose, je vais m'enfuir ou je vais me cacher. D'accord? Si l'absence de peur, si la joie se manifeste, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire les mêmes choses. D'accord? Donc, c'est assez schématique, hein? Et ce n'est pas non plus une science véritable. Mais ce qui se manifeste dans notre mental, donc les formations qui viennent de nos graines, vont nous pousser à dire, à faire quelque chose. Sauf si la pleine conscience intervient. On devient conscient qu'il y a la peur. Ok, il y a la peur, je le sens, il y a le mental qui se met en route, je sens dans mon cœur, il y a quelque chose, j'ai envie de fuir cette situation. Ok, je décide de respirer, d'accueillir, d'embrasser cette peur, si je le peux. Ok, si la peur n'est pas trop grande. Je prends la peur, ça peut être la colère, ça peut être... Et de pouvoir faire cette expérience, c'est une grande chance aussi. Parce que pas tout le monde peut faire ça. D'accord? Il y a des personnes euh, qui essayent de pratiquer la pleine conscience et c'est trop dur, en fait. L'émotion est trop dure, trop profonde, trop envahissante. Donc, si vous y arrivez à pouvoir reconnaître ce qui se passe, ce qui monte, à pouvoir embrasser, être là avec la pleine conscience et juste respirer avec ça ou aller marcher avec ça, c'est une grande chance. Parce que si vous faites ça à chaque fois, c'est sûr, la transformation, la guérison, la compréhension de pourquoi cette graine monte quand je vois cette personne, quand je suis dans telle et telle situation, va se manifester. Et c'est une grande joie de pouvoir faire ce genre d'expérience. Je vais demander à Sœur Chanim d'inviter un son de cloche. J'aimerais vous lire un passage
sur les traces de Siddhartha. C'est dans le livre 1 où le Bouddha vient juste d'être Bouddha, où la compréhension est en train de se manifester, la compréhension profonde, la vision profonde. Illuminant les rivières de son corps, de ses sensations, de ses perceptions, de ses formations mentales et de sa conscience, Siddhartha comprenait à présent que l'impermanence et la vacuité du soi étaient les conditions sine qua non de l'existence de la vie, les principes sans lesquels rien ne pouvait naître ni se développer. En effet, si un grain de riz ne possédait pas une existence changeante et dépourvue d'un soi personnel, il ne pourrait jamais se développer et devenir un plant de riz. Si les nuages étaient dotés d'un soi propre et immuable, ils ne pourraient pas donner de pluie. Si les enfants possédaient un soi figé et non pas une nature impermanente, ils ne pourraient pas devenir des adultes. Juste un tout petit passage pour illustrer que l'impermanence de nos 5 skandhas doit aussi faire partie de notre objet de pleine conscience. On a notre respiration, on a nos pas, notre corps, notre mental, nos sensations, nos perceptions, et ce à quoi nous nous accrochons. En fait, ce à quoi nous nous accrochons est impermanent, mais on s'accroche à quelque chose d'impermanent. Et c'est pour ça qu'on souffre. Avec l'enseignement que le Bouddha a donné sur les 4 nobles vérités, la deuxième partie s'agit du chemin octuple, du noble chemin octuple. La vue juste, la vision profonde, qui justement est en contact avec la réalité de l'impermanence, du non-soi, de l'interconnexion de toutes les choses, de tous les phénomènes. Et si on a cette vue, si on est en contact avec cette vision du monde, des choses, de la réalité, notre manière de penser va être plus juste. Et nos paroles reflètent souvent ce que nous pensons. Donc nos paroles seront aussi plus justes. Et pareil pour nos actes. Donc on a déjà vu juste, pensée juste, parole juste, action juste, moyen d'existence juste. De pouvoir, si c'est possible, subvenir à nos besoins sans créer de souffrance. Alors on vit dans un monde qui crée beaucoup de souffrance, un monde d'objets, un monde industriel, une société industrielle qui crée beaucoup d'objets et qui détruit beaucoup autour, l'environnement, les êtres, l'air, l'eau, et maintenant même l'espace, avec voilà, les gens commencent à aller dans l'espace et à avoir des rêves d'enfants.
beaucoup de pollution. Et cette pollution, cette destruction, elle vient pas du ciel. Elle vient de nous. Elle vient de notre conscience. Elle vient de nos rêves, de nos imaginaires. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un imaginaire qui a été construit dans les années 20, dans les années 1900, ou que sais-je. Avec voilà, des... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, de voir aussi que si moi, je vais parler de moi, que si moi je me considère différente, autre, et que ces personnes qui détruisent ou qui ont des rêves fous, qui polluent, etc., ce n'est pas la vision juste. Je suis en interrelation avec toutes ces personnes, et même avec M. Trump, et avec M. Poutine, et avec toutes ces personnes. Si je suis honnête, la graine qui est énorme chez ces personnes, elle est en moi aussi, plus petite. La graine de violence. Quand il n'y aura plus de nourriture, je ne sais pas moi comment je vais faire, comment je vais réagir. Je me pose souvent la question. Quand il n'y aura plus de nourriture et qu'il va falloir trouver à manger, est-ce que je serai sereine, paisible, aimante, comme aujourd'hui, quand les conditions auront changé? Quand il n'y aura plus d'eau ou plus beaucoup d'eau. Et c'est des questions qu'on doit se poser aujourd'hui, avant que ça arrive, et de regarder honnêtement en soi-même, de ne pas se cacher derrière un voile de « non, non, moi je suis bouddhiste, je suis une nonne ». Parce que ce chemin, c'est aussi, ça nous aide aussi à développer voilà, ça c'est un mot à la mode, résilience. Hein. Une résilience émotionnelle. De pouvoir être capable d'accueillir la peur de ne pas avoir assez, ou même de ne pas avoir du tout. Et si on ne se met pas dans des situations aujourd'hui, on ne sera pas prêt. Or, aujourd'hui, je présume que toutes les personnes qui sont là, on a suffisamment à manger. On a de l'eau, on a un toit, on a des habits, on a des amis, on a Internet pour se connecter, pour faire des belles choses. Alors ça c'est des conditions de joie. Et finalement, d'apprendre aujourd'hui à se réjouir des petites choses, quand on ouvre son robinet et qu'il y a de l'eau, quand on appelle quelqu'un et que la personne répond, toutes ces petites choses, ça va être des grands bonheurs dans le futur. Ça c'est une grande joie aujourd'hui. Mais si on n'arrive pas à se rendre compte que ce sont des conditions de bonheur et de joie, alors on ne marche pas beaucoup sur le chemin. On est un pied dedans et un pied dehors. Alors je vous invite à mettre les 2 pieds sur le chemin
de pleine conscience. Et de faire la liste des petites choses, des toutes petites choses. Et vous allez voir, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et ça va développer votre résilience émotionnelle. Et c'est de ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir la green tech et les choses comme ça pour sauver le monde. C'est pas ça qui va sauver le monde. Ce qui va sauver le monde, c'est notre capacité de pouvoir être ensemble, vivre ensemble, être solidaires les uns avec les autres, pouvoir s'offrir un sourire, de pouvoir donner à manger, même si on n'en a plus, mais donner quand même ce qu'on a encore. Bon, désolée, j'ai un peu divagué. C'était pas du tout prévu. Mais c'est sans doute que ça devait se faire. Je voulais vous parler moyen d'existence juste. Et ensuite, on arrive à la diligence, ou ce qu'on appelle l'effort aussi, l'effort juste. Tai n'aime pas trop utiliser le mot effort, parce qu'il y a cette dimension de on pousse. Donc, il préfère utiliser diligence. Mais je vais quand même utiliser le mot effort. Et j'aimerais... ouais. Il y a 4 dimensions dans l'effort juste par rapport à nos graines. Donc, on est toujours dans la conscience du tréfonds. Peut-être conscience du tréfonds. Conscience du tréfonds. Conscience du tréfonds, ce qu'on appelle aussi l'alaya, la 8e conscience. Donc, on a vu tout à l'heure, il y a les 5 organes des sens au-dessus qui nous permettent d'être en contact avec le monde. Donc, ça, c'est super. Le mental, la 6e conscience, qui nous permet aussi d'être en conscience, d'être en contact avec le monde. Et l'alaya, la conscience du tréfonds, qui, sans elle, on ne pourrait avoir aucune expérience du monde. Donc, c'est notre fondation. Okay. Et l'alaya, c'est comme une rivière qui coule, qui coule, qui coule, qui coule depuis des temps infinis et qui continuera de couler, même après notre mort. Et c'est elle qui contient toutes les graines. Et entre le mental et la 8e conscience, l'alaya, on a une conscience qui s'appelle le manas, qui prend sa source dans la 8e conscience, puisque de toute façon, la 8e conscience, c'est la source, c'est le fondement de tout. Donc là, j'ai pris un exemple. Le premier à gauche, je ne sais pas comment, est-ce que je peux faire à noter. J'essaie de regarder si j'ai un... Ici, là, on est en contact avec quelque chose et notre mental, donc là, la partie blanche, notre mental n'est pas actif, en fait. Et donc, on est dans le pilotage automatique. On mange une carotte sans savoir qu'on mange une carotte. OK? Donc, je vous la refais. Donc, on mange une carotte. OK? Et le mental ne se rend même pas compte qu'il est en train de manger une carotte. On ne sait même pas qu'on est en train de manger une carotte. D'accord?
Mais peut-être que cette carotte touche une graine, d'accord? Mais on n'en est pas conscient. Peut-être que pour les personnes qui vivent dans des grandes villes, ou même dans toutes les villes sans doute, je sais pas, quand il y a des nouveaux films qui sortent au cinéma, avec des grands posters géants, et comme je le disais tout à l'heure, souvent les films, il y a beaucoup de violence, ou voilà, ou de sexe, et souvent les affiches sont très, oui, sont très, elles demandent notre attention, quoi. Hein. Et je suis presque sûre que des milliers de gens passent devant des affiches et on est exactement dans cette configuration. On voit quelque chose, mais notre mental est en train de téléphoner. On se rend même pas compte qu'on est en train d'absorber une image violente. Ok. Bon, Sir Yaknim, tu me corrigeras si j'ai tout faux, hein. Et dans les autres cas, bon, il y a eu un problème avec. Donc là, dans les autres cas, c'est comme voilà le deuxième cas où là le mental est actif. Ok. Donc je je vois cette personne avec qui je me suis euh, disputée l'autre jour. Je vois cette personne et là, ça vient toucher la graine de colère. Et cette graine de colère va venir dans mon mental. Okay. Et je vais être en colère. Je veux pas la voir. L'autre jour, elle m'a dit quelque chose, blablabla, blablabla. Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe très souvent et naturellement. Ok. Et c'est là où on invite la graine de la pleine conscience qui vient, oups, là, embrasser la graine de la colère pour que tranquillement la graine de la colère revienne à son état de graine, de semence. Et on n'arrose pas la colère. On est juste avec. On respire avec et on n'est pas en train de ruminer et de ressasser et d'arroser la graine de colère. Le manas, la septième conscience, n'aime pas la souffrance. Et il a quand même une bonne image a envie de donner une bonne image de soi. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'au lieu d'avoir ce flux naturel ici des émotions, des sensations, voilà, de ce qui se passe naturellement, le manas va dire oh non 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 non, moi je suis pas quelqu'un de colérique, hein. Non 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 non, je suis pas colère moi, non. Et donc ça va bloquer là, on va bloquer et encore bloquer et encore bloquer et on va pas permettre à la colère de se manifester, on va pas permettre à la jalousie de se manifester dans le mental. Donc c'est un peu l'équivalent freudien du subconscient, quelque chose comme ça peut-être. Voilà, bon, on est dans le domaine, on est dans cet aspect-là où il y a une sorte on refoule, voilà, on réprime. Évidemment, ça se fait inconsciemment. Et c'est là aussi où les maladies physiques, mentales peuvent apparaître. Okay. Et donc, le manas, il y a aussi
d'autres aspects. Donc, il cherche à fuir la souffrance, ça je l'ai dit. Ignore les bienfaits de la souffrance. On sait que le lotus, né de la boue, a besoin de la boue pour grandir et fleurir. Il a aussi besoin de la pluie et du soleil, évidemment. Le manas cherche les plaisirs et ignore les dangers des plaisirs. Donc ça, c'est 4 aspects. Je vous propose de les noter et de tranquillement, dans votre vie quotidienne, de regarder, d'observer, de vous comprendre un peu comment vous fonctionnez et de voir et de dire « Ah, coucou Manas, je te vois, je te reconnais. Ok, j'ai pas envie d'aller là parce que je sais que ça va m'apporter de la souffrance. » Ou voilà, des choses comme ça. Ou de rechercher voilà, dans un moment désagréable, une sensation désagréable. Peut-être je vais aller ouvrir le frigo pour aller manger une bonne part de gâteau pour me sentir mieux. Voilà, alors là c'est Manas. Et ça va, ok, on accueille, on regarde, on observe. Et si on fait ça à chaque fois, qu'on observe, qu'on comprend ce qu'on fait, on comprend le fonctionnement, le déroulement des choses, après, la diligence, c'est de dire, ok, stop, stop, maintenant je comprends. Est-ce que je vais m'autoriser à juste continuer comme ça, ou est-ce que je veux être un peu plus libre et maître de moi-même et de choisir où je veux aller, ce que je veux faire, et de ne pas me laisser mener par le bout du nez. Merci Sorchanim. C'était un petit son de cloche pour me rappeler que j'ai pas beaucoup de temps pour finir. Et Tai nous dit que le but de la pratique, c'est de libérer notre conscience du tréfonds de Manas. Parce que quand Manas est là, il y a le jeu, il y a le moi, il y a le mien, il y a ma pensée, ma vision des choses, je suis moi, tu es toi, il y a les pour, il y a les contre, voilà. Quand Manas est là, il y a tout ça. Et évidemment, bah, la réalité telle qu'elle est, elle est bien loin. Ok ? Donc de pouvoir, lorsque nous sommes en contact avec l'impermanence, avec le non-soi, avec l'inter-être, nous savons que nos pensées, nos actions et nos paroles vont probablement générer quelque chose de positif pour nous, pour le monde, pour les autres. Même si peut-être on a du mal à lâcher nos idées, etc. Mais si on se reconnecte à la réalité profonde, ultime, et si on est honnête avec soi-même, mais ça ne vaut pas la peine. Il y a plus grand. Je suis tout petit, je suis une petite poussière. Et on est toutes des petites poussières. Et puis on se dit, ouh,
et on se bagarre et on détruit. Alors que si on peut se reconnecter au courant de vie, à la toile du vivant, et si on se laisse vibrer grâce à la pleine conscience, quand on écoute un enseignement, quand on marche en pleine conscience, quand on respire en pleine conscience, c'est pas juste nos poumons, c'est pas juste nos oreilles, c'est tout notre corps. C'est avec tout notre corps qu'on écoute, c'est avec tout notre corps qu'on respire. C'est toutes nos cellules. Et nos cellules, elles contiennent tout le cosmos. OK ? Donc de se souvenir de ça aussi, ça peut nous donner confiance que de se connecter à la vision de l'inter-être, c'est juste. C'est probablement quelque chose qui va nous apporter du bien-être. Peut-être pas à l'instant même, mais certainement quelques heures après ou quelques jours après. Parce qu'on aura vraiment lâché prise. Lâcher prise de nos habitudes aussi. Quand les conditions sont réunies, quand l'environnement est favorable, et nous sommes l'environnement. De la même manière qu'il n'y a pas de séparation dans le domaine de l'alaya. Il n'y a pas de séparation entre moi et M. Trump, et M. Poutine, et M. et Mme un tel et un tel. Il n'y a pas de séparation entre moi et mon environnement, entre moi et votre environnement, entre moi et ce qui se passe au Liban, en Palestine, en Russie, en Chine, partout, de ce qui se passe dans la forêt avec les chasseurs, juste là. Je suis aussi ça. Et donc, les personnes qui ont choisi de cheminer sur ce chemin, nous sommes des bâtisseurs d'un bon environnement. Pour créer les conditions favorables pour un mieux vivre ensemble, malgré nos différences, et surtout avec nos différences, avec nos couleurs, avec nos formes. Et pour finir, j'aimerais vous partager une très belle image qui m'inspire beaucoup, justement, sur cet aspect de quand les conditions sont réunies, tout est possible. Il me semble que c'est dans un parc national en Australie, il me semble, qui accueille des animaux retrouvés en danger, quelque chose comme ça. Et là, ce sont 3 animaux qui étaient bébés et qui ont grandi ensemble. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Un lion, un tigre, un ours. Et il y a d'autres photos qui montrent
comment ils jouent ensemble et qu'ils se font des papouilles et des bisous, des câlins et voilà. Et tout ça parce que ils ont grandi ensemble et donc ils ne se voient pas comme ennemis. Et pour finir, par rapport au fait de se voir comme ennemi, Tai nous dit souvent que l'homme n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est nos peurs, notre haine, notre discrimination. C'est pas l'homme. Merci beaucoup pour votre écoute. Et désolée pour les divagations. Je me suis laissée emporter voilà, par ce qui était présent. J'espère que ça a fait du sens. Et encore une dernière chose, désolée, parce que j'avais mon petit pense-note que je n'ai pas du tout regardé, par rapport à l'arrosage des graines sélectif, grâce à l'attention appropriée. Quelles graines je choisis d'arroser? Est-ce que je vais dire oui à quelqu'un qui m'invite à aller au restaurant ou à aller voir quelque chose et je sais que il va y avoir beaucoup de graines non bénéfiques qui vont être arrosées. Alors, est-ce que j'ai la force de dire non merci et d'être serein avec ça? Ou est-ce que voilà, ou alors est-ce que je prête pas attention et bon, c'est pas important et l'attention appropriée, l'arrosage sélectif des graines. Qu'est-ce que je choisis d'arroser? Cette fois, c'est là. Merci beaucoup.